Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Tout commence en mai 1986, lorsque Marie-Thérèse Bonfanti, une jeune mère de famille, disparaît sans laisser de traces. Son mari et ses enfants sont loin de s'en douter, mais leur cauchemar va durer plus de 30 ans. De déception en rebondissement, il leur faudra patienter jusqu'en 2020 pour qu'enfin de nouveaux éléments viennent relancer l'enquête et apporter des réponses. L'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Printemps 2022, dans le sud-est de la France. Le soleil brille sur un petit village tranquille, perché au beau milieu de la montagne. Soudain, plusieurs gendarmes convergent vers une maison isolée, située à l'écart de la commune. L'occupant des lieux est interpellé et menotté sans opposer la moindre résistance. Un homme très solitaire qui n'avait jusque-là jamais fait parler de lui. Cette scène marque l'épilogue d'une tragédie qui hante les esprits dans la région depuis de très nombreuses années. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter plus de 40 ans auparavant. Tout commence dans cette vallée de l'Isère, à 25 km environ, au nord-est de Grenoble. La vallée du Grésivaudan, c'est une vallée qui est assez large, qui s'étend de Grenoble jusqu'à Chambéry. Éléonore Cruz, avocate de la défense. Avec des villes plus ou moins importantes, de par leur taille, leur nombre d'habitants. Il y a l'Isère qui coule dans cette vallée. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Avec des montagnes de part et d'autre, la Chartreuse et Beldonne. C'est ici, surplombé par ces massifs des Alpes, que se trouve Pontcharrat. En cette fin des années 1970, cette localité de taille moyenne compte environ 5000 habitants. Pontcharrat, c'est une des villes principales de la vallée du Grésivaudan. Mélanie Muridi, avocate de la défense. Qui se situe vraiment à la limite entre l'Isère et la Savoie, donc avec une distance à peu près entre Chambéry et Grenoble. Il y a des commerces, oui, il y a une vie à Pontcharrat. Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. Il y a eu une industrie aussi dans cette commune qui fait partie de toutes ces villes de la vallée du Grésivaudan, qui sont des villes avec une certaine activité. C'est là, dans la région de Pontcharrat, que Marie-Thérèse Saya a toujours vécu. Elle a grandi au sein d'une famille d'origine italienne, nombreuse et très soudée. Ni ses sœurs, Sylvana et Françoise, ni son frère Eugène n'ont oublié son grand sourire et sa joie de vivre. Marie-Thérèse, c'était une très belle jeune fille. Sylvana Saya, sœur de Marie-Thérèse. Elle attirait le regard, c'est évident. Elle était plus grande déjà, je l'enviais pour ça. Elle était grande, très très belle. Une jeune fille gaie, enjouée, elle aimait rire, plaisanter, une petite tape dans le dos. Alors, beau-frère, comment ça va Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Comment ça se fait, cousin, t'es encore au lit Enfin voilà, une petite phrase rigolote. Elle détendait l'atmosphère. Elle est brune, avec des mèches décolorées. Elle a toujours aimé être fantaisie. Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse. C'est quelqu'un de doux, d'arrangeant, de sympathique et on était très complices. Alors qu'elle n'a que 17 ans, Marie-Thérèse trouve l'amour de sa vie. À l'époque, Thierry Bonfanti est à peine plus âgé qu'elle, et il vient lui aussi d'une famille de la région.
Alors on se connaît depuis très jeune, puisque les parents se connaissent, et donc on a l'occasion de se voir assez régulièrement. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. Et puis plus tard, vers l'âge de 18 ans, on a décidé de se fréquenter. Thierry, c'était un bel homme aussi, très mignon, et ça m'a pas étonné que Marie-Thérèse soit sensible à son charme. Pour ce très jeune couple, l'avenir semble tout tracé. Quelques mois plus tard, Thierry et Marie-Thérèse emménagent sous le même toit, à La Rochette, près de Pontcharrat. On s'est mariés le 17 mai 80. Notre but était d'avoir des enfants jeunes pour pouvoir vivre avec eux jeunes et pour pouvoir connaître nos petits-enfants. On était très heureux, on était très amoureux et on avait des buts dans la vie. Ils avaient tous les deux véritablement envie de réussir leur vie. Bernard Bouilloux, avocat des parties civiles. La famille était naissante, c'était une famille qui était très unie. Une petite fille naît rapidement de ce mariage. Il la prénomme Erika. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont quand même gravés. Erika Bonfanti, fille de Marie-Thérèse. Et je me souviens d'un moment de plénitude, quoi. C'était son bonheur, hein. Elle avait cette fibre maternelle. On sentait qu'elle avait ce feeling avec sa fille. Voilà, elle l'aimait énormément. 3 ans et demi après la naissance d'Erika, Marie-Thérèse donne naissance à un petit garçon. Il s'appelle Flavien. Avec l'arrivée de Flavien, Marie-Thérèse était une maman épanouie. Elle avait 2 petits-enfants, une petite fille et un petit garçon. Donc, le choix du roi, comme on dit. Hein. Donc, leur couple était heureux. Ils avaient créé une petite famille, un petit cocon à eux. Ils étaient bien. À 25 ans, Marie-Thérèse Bonfanti est une mère de famille comblée. Alors qu'Erika et Flavien n'ont que 4 ans et 6 mois, la jeune femme occupe un emploi à temps partiel. À cette époque-là, Marie-Thérèse Bonfanti, pour arrondir ses fins de mois, livre des journaux dans la région de Pontcharrat. Elle distribue des journaux gratuits dans la région, donc c'est pas la factrice, mais enfin en tout cas les habitants la connaissent pour déposer ces piles de journaux gratuits. Elle a toujours un petit mot pour les uns, pour les autres. Ainsi s'écoule dans la vallée du Grésivaudan le quotidien heureux des époux Bonfanti et de leurs 2 enfants. Jusqu'à cette journée fatidique du 22 mai 1986. Pour Marie-Thérèse, la jeune maman, ce mercredi de printemps commence le plus normalement du monde. Une matinée comme toutes les autres. Donc son programme, c'est de laisser les enfants chez la nourrice et puis de prendre sa voiture et d'aller distribuer les journaux tout l'après-midi de manière à ce que vers les 16h, elle puisse récupérer ses enfants une fois sa tournée terminée. Sa nourrice lui avait prévenu « Ne tardez pas, je dois prendre un train, donc il faut faire vite, à 16h, il faut que je parte. » Philippe Folté est un ancien commissaire de la police judiciaire. Cette affaire, il la connaît dans ses moindres détails pour avoir longtemps travaillé sur ce dossier comme enquêteur privé. Alors cet après-midi-là, Marie-Thérèse Bonfanti va se livrer pendant quelques heures à la distribution de ces journaux. Philippe Folté, ancien commissaire de police. Dans les endroits qui sont prévus par son livre de courses. Ce fameux jour, la tournée de Marie-Thérèse commence à Pontcharrat. En premier lieu, elle doit laisser un paquet de journaux gratuits à l'un de ses collègues de travail qui réside avenue de la Gare. Il est 15h45 lorsque Thierry Bonfanti rentre de son travail à l'usine. En passant, il remarque la voiture de sa femme, coffre grand ouvert. Elle est garée devant un immeuble où habitent plusieurs locataires, dont le collègue de son épouse, mais aucune trace, ni d'elle, ni de lui.
Je vois qu'il y a personne qui a les clés sur le contact, qui a son sac sur le siège. Donc je vais voir dans l'entrée si elle y est. Et je suis rentré et je vois personne. Je connais bien Marie-Thérèse et de laisser le coffre ouvert, clé sur la voiture et son sac dans la voiture, c'était pas du tout elle. Donc là, je me suis vraiment beaucoup inquiété, beaucoup. C'est comme si sa femme s'était volatilisée en abandonnant sur place sa voiture ouverte et sa liasse de journaux. Submergé par l'angoisse, Thierry fonce vers le domicile familial, à La Rochette. Mais sur place, personne. Au même moment, il reçoit un appel de la nourrice des enfants. Son épouse ne s'est pas présentée à 16 heures, comme elle devait le faire impérativement. Erika Bonfanti, 4 ans à l'époque, comprend qu'il se passe quelque chose. Je la vois inquiète, je la vois aller à la fenêtre pour voir quand est-ce que maman arrive ou voir quelqu'un passer, mon papa ou ma maman, quoi. Je prenais son angoisse un peu. Alors je lui réponds, écoutez, moi-même je ne sais pas où elle est, je suis inquiet parce que je la cherche et je ne l'ai pas trouvée. Famille, amis, nourrice, personne n'a vu Marie-Thérèse depuis le début de l'après-midi. En fin de journée, n'ayant toujours aucune nouvelle, Thierry alerte la gendarmerie de Pontcharrat. Quand il arrive à la gendarmerie, il semble qu'il soit pris au sérieux, étant donné tous les éléments de contexte. Le fait que sa femme ait laissé le véhicule avec son sac à main et les clés dessus, le fait qu'elle ne soit pas allée récupérer ses enfants, le fait qu'il ait recherché à droite et à gauche dans tous les endroits où elle aurait pu se trouver. Tout ça, ce sont des éléments qui plaident plutôt pour une disparition inquiétante. Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. On ne pense pas à une disparition volontaire. Pour les gendarmes, l'affaire pose effectivement question. Pourquoi Marie-Thérèse disparaît-elle ainsi en pleine journée? D'autant que ses proches se montrent unanimes. Cette jeune mère de famille n'aurait eu aucune raison de tout laisser sur un coup de tête. Elle les aime, ses enfants, elle les choisit. Donc, on peut pas dire que Marie-Thérèse, elle est partie volontairement, elle en avait marre. Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse. Elle était bien dans sa tête, elle vivait joyeusement avec son mari. On avait Flavien qui venait de naître, il avait 6 mois, qu'elle allaitait à 100%. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. Donc une mère ne se sépare pas de son enfant. J'avais plus aucun doute. Et là, je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose de très très grave qui était arrivé. Alors, où est passée Marie-Thérèse? Impossible de le savoir. Son mari, ses enfants et sa famille sont loin de l'imaginer, mais ce cauchemar qui vient tout juste de commencer va s'éterniser durant de très longues années. Sur le terrain, la gendarmerie, elle, quadrille Pontcharrat et ses alentours dans l'espoir de trouver un indice ou une trace de la disparue. Rien n'est laissé au hasard. Ils vont entendre des voisins qui vont permettre de dater le dernier moment où Marie-Thérèse a été vue vivante, c'est-à-dire aux alentours de 15h30, quand elle arrive devant la maison en question pour livrer ses journaux. Bon, cette maison va être fouillée, bien sûr. On trouve le fameux paquet de journaux gratuits qu'elle vient de déposer, et puis sinon rien d'autre. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Cette voiture aussi est fouillée. On retrouve son sac intact avec son argent, ses papiers, rien d'autre, vraiment très peu d'indices. En ce milieu des années 80, la science de l'ADN est encore balbutiante et les moyens techniques restent rudimentaires. Les investigations s'annoncent donc déjà très compliquées. En 4 jours, le mur de mystère qui entoure la disparition de cette jeune femme n'a pas cédé d'un pouce. Une enquête difficile qui commence ici, devant cette maison, face à la gare de Pontcharrat. C'est ici qu'un témoin aperçoit pour la dernière fois Marie-Thérèse Bonfanti. Vers 16h, elle dépose dans le hall une pile de journaux. Sa voiture est garée dans l'impasse qui borde la maison.
Avec les amis et puis quelques gens de la ville de Pontcharrat, on se mobilise pour faire des recherches et des battues dans les coins un peu plus escarpés. Il y a des secteurs qui sont définis par groupe, donc on va ratisser les bois, les champs alentours, on va essayer de voir ce qui se passe dans l'Isère toute proche. Les étangs également vont être sondés, mais en vain. Marie-Thérèse Bonfanti ne donne toujours pas signe de vie. Seule alternative pour les enquêteurs, interroger ce fameux collègue à qui elle devait livrer sa liasse de journaux. Il y a au cours de l'enquête un premier suspect dans cette affaire. C'est l'homme qui était destinataire des journaux que livrait ce jour-là Marie-Thérèse Bonfanti près de la gare. Un homme qui est chargé ensuite de les diffuser, ces journaux. Il est apparu très rapidement qu'il ne pouvait pas être sur les lieux puisqu'il était à la même heure en train d'aller voir sa femme qui était en train d'accoucher. L'alibi, avancé par le collègue de Marie-Thérèse, est donc incontestable. Dès lors, les gendarmes passent à la deuxième hypothèse possible, celle d'un différend au sein même du couple Bonfanti. Ça va être de manière traditionnelle dans des affaires de disparition de femmes, c'est de s'interroger sur le rôle du conjoint. Donc Thierry Bonfanti sera lui aussi entendu. Un élément qui a orienté les gendarmes vers lui, c'est que on sait que l'après-midi, il est passé dans le secteur de cette maison, qu'il s'est arrêté puisqu'il a vu la voiture de son épouse garée devant la maison. Donc forcément, les gendarmes ont des questions à lui poser. Thierry Bonfanti aurait-il quelque chose à se reprocher? Pour le savoir, il est placé en garde à vue par la gendarmerie quelques jours après avoir donné lui-même l'alerte. Une épreuve qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. C'est assez impressionnant et effectivement, eux étaient à 4 et en fait, le petit jeu de rôle, c'est que ils tournent hein, et vous, à un moment donné, vous vous dites qu'est-ce qui va se passer quoi. Ils vont lui demander de détailler son emploi du temps, mais ils ont affaire à un homme qui est effondré, dans une réelle détresse. Aucune contradiction dans ses déclarations. Aucun élément suspect le concernant. Les enquêteurs en sont convaincus, il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme. Reste une solution pour avancer. Élargir le périmètre de l'enquête de voisinage. Et si quelqu'un, dans ce quartier de la gare, avait remarqué quelque chose? Et très vite, il découvre un élément capital. 2 témoins des agents SNCF vont être entendus donc très rapidement en début d'enquête. Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Et vont dire avoir entendu un cri qu'ils qualifient de long et dégressif. On est dans une gare, donc le souci de l'heure dans une gare est très important. Philippe Folté, ancien commissaire de police. Et il y a en face du personnel de la gare une horloge qui permet de déterminer précisément l'heure à laquelle le cri a été poussé, c'est-à-dire 15h30. Ces témoins sont formels. Il s'agissait d'un cri de femme qui paraissait terrorisée. Selon eux, ce cri provenait justement de la maison devant laquelle la voiture de Marie-Thérèse a été retrouvée. En fait, le 1140 avenue de la Gare... Mélanie Muridi, avocate de la défense. On se trouve devant une grosse maison qu'on appelle la maison de la Gare ou la maison Chatin. On l'appelait ainsi parce que Monsieur Chatin en était le propriétaire. Éléonore Cruz, avocate de la défense. La première partie du bâtiment est constituée par les appartements et Monsieur Chatin habite derrière, situé un petit peu plus loin dans le chemin qui longe la voie ferrée. Yves Chatin n'a qu'une vingtaine d'années à cette époque, mais c'est lui qui gère la demi-douzaine de locataires de la maison pour le compte de sa famille, propriétaire du bâtiment. Face aux gendarmes, Thierry Bonfanti se souvient justement l'avoir croisé sur place ce mercredi 22 mai, c'est-à-dire l'après-midi même où sa femme s'est brutalement volatilisée. Il est allé se garer dans sa cour, sur le devant.
Il était en construction donc d'un barbecue. Donc il est venu vers ce barbecue et toutes les quelques secondes, il jetait un œil vers moi. Des regards très insistants dans la direction de Thierry Bonfanti. Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. Des regards qui l'ont mis mal à l'aise, à tel point d'ailleurs qu'il s'est dit qu'il valait mieux qu'il s'en aille. Un comportement qui n'a pourtant rien d'étonnant. Ici, Yves Châtain a la réputation d'un homme solitaire et ombrageux. Mais pour les gendarmes, c'est peut-être là quand même qu'il faut chercher. D'autant qu'en consultant ses antécédents, ils vont aller de surprise en surprise. Il est déjà connu de la justice et de la gendarmerie pour des affaires de violence. Il a eu une affaire donc en 1979, il était alors mineur. Il agresse une première fois une femme en début d'année. Cette dame le reconnaît, va voir ses parents, il se fait sermonner. Et 6 mois après, il vient la frapper à coups de bâton, lui occasionnant 10 points de suture. Autre découverte, le casier judiciaire d'Yves Châtain fait mention d'une autre affaire qui remonte à 1985, soit à peine 1 an avant la disparition de Marie-Thérèse. Il poursuit en voiture un autre véhicule dans lequel se trouve une femme et il finit par obliger cette femme à s'arrêter. Coup d'appel de phare, de dépassement, etc. Et il lui indique que vous avez une roue qui a l'air d'être mal fixée. Et là, il va se précipiter dessus et il va tenter de l'étrangler. Il va être d'ailleurs poursuivi et jugé pour cela. Et il va être condamné à une peine d'amende et à 8 mois de prison avec sursis. 2 violentes agressions, l'une commise à l'âge de 14 ans et l'autre à 20 ans. Il n'en faut pas davantage aux gendarmes pour faire de lui un suspect très sérieux. Alors, qui est vraiment Yves Châtain? Aurait-il quelque chose à voir avec cette disparition? Pour le savoir, nous avons retrouvé sa fille unique, qui souhaite conserver l'anonymat et que nous appellerons Justine. Son père, dit-elle, a grandi à Pontcharrat dans une famille très unie. Une famille avec 3 enfants, donc c'est le petit dernier. Justine, fille d'Yves Châtain. Malheureusement, mon grand-père est décédé quand mon papa était assez jeune, donc ça c'est un fait marquant dans la vie de ces 3 enfants. C'était réellement le pilier de cette famille. Donc, quand il décède, forcément, ça chamboule tout le monde. Et Monsieur Châtain, énormément. Ce sera peut-être d'ailleurs plus tout à fait le même jeune garçon après la perte de son père. En grandissant, Yves devient un homme plutôt imposant, qui, en dehors des membres de sa famille, compte très peu de relations. Mon père est quelqu'un d'assez costaud, c'est un trait de famille, et bien charpenté, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un de très sympathique, un peu bourru parce qu'on est des montagnes, et effectivement, gros caractère, mais la gentillesse et le cœur sur la main. D'ailleurs, depuis ses ennuis judiciaires passés, Yves Châtain semble s'être calmé. Yves Châtain a fait son service militaire dans un régiment d'infanterie parachutiste où il est sorti avec un grade de sous-officier. C'est une période importante de sa vie. Je sais que c'est un domaine dans lequel il ne sait plus. Finalement, après avoir rencontré sa future épouse, il quitte l'armée pour devenir ouvrier dans la métallurgie. Pour les gendarmes, un profil qui n'a rien d'inquiétant. Yves Châtain est pourtant placé en garde à vue. Aurait-il quelque chose à leur cacher? Il trouve toujours réponse à tout. Il se démonte pas. Il dit qu'effectivement, il a aperçu la voiture de Marie-Thérèse Bonfanti. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Garé devant chez lui, mais qu'il ne l'a pas vue elle et que voilà, il a rien de spécial à dire. Au bout de quelques heures, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'éléments tangibles, matériels, pour accrocher Yves Châtain dans cette affaire. Et ils ont mis fin à sa garde à vue avant la durée légale parce qu'ils voulaient garder éventuellement quelques petites heures de garde à vue au cas où il faudrait le réinterroger. Pour autant, 2 semaines après la disparition, Yves Châtain n'est pas rayé de la liste des suspects.
Reste que les gendarmes doivent se rendre à l'évidence. Plus les jours passent, et plus l'espoir de retrouver la jeune femme vivante s'amenuise. Alors que l'enquête piétine, plusieurs mois s'écoulent dans la vallée du Grésivaudan. Parmi les proches de Marie-Thérèse, cette attente vire peu à peu au supplice. C'est un calvaire qu'on vit. Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Parce que jour et nuit, on y pense et on ne sait pas comment... On se sent impuissant, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'elle est encore vivante? Et ça, pendant les premiers mois, vous l'avez dans la tête sans cesse, quoi. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. Et vous vous dites, où je vais la chercher, où on va chercher, où on va trouver, où qu'est-ce qu'on peut faire? Une famille tout entière, en quête de vérité, mais qui malheureusement va de déception en déception. En 1987, après un peu plus d'1 an de recherche, l'enquête est dans une impasse. Il n'y a pas d'éléments matériels qui permettent à la justice de mettre en examen un individu en particulier sur lequel on aurait des soupçons graves et concordants. Voilà, donc l'instruction s'est terminée par un non-lieu. Bernard Bouilloux, avocat des parties civiles. Le juge d'instruction a estimé que, en l'état des investigations qui ont été menées et avec les moyens du bord, eh bien, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Faute d'éléments nouveaux, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti se voit tout simplement classée. Une décision vécue par sa famille comme une véritable trahison. On se dit, elle est où la justice? Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse. Nous, on fait confiance à la justice. Et là, non. Non, débrouillez-vous. Ma mère s'était battue avec acharnement. Sylvana Saya, sœur de Marie-Thérèse. Et voir que la justice n'avait pas écouté sa douleur, en quelque sorte, ses appels au secours, ça a été comme un coup de massue sur la nuque, quoi. Même souffrance pour ces 2 jeunes enfants, Flavien et Erika, qui doivent, mois après mois, apprendre à grandir avec cette absence, avec ce vide qui s'éternise. On nous a toujours dit la vérité, donc comme quoi, on cherche maman. Flavien Bonfanti, fils de Marie-Thérèse. On sait toujours pas où elle est. Au fur et à mesure des années, on se pose plein de questions, faut se construire avec ça. Il y a plein de choses qui vous rentrent dans la tête, qui vous essayez de comprendre pourquoi du comment, pourquoi nous. Les enfants aussi, parce que c'est surtout eux qui ont peut-être le plus souffert encore. Et c'était là, en fait, le plus gros de l'injustice. Plusieurs années s'écoulent avec toutes ces questions qui restent sans réponse. Pourquoi cette jeune mère de famille a-t-elle disparu ainsi? Sa famille saura-t-elle un jour ce qu'il s'est passé? Printemps 1991. Voilà 5 ans déjà que ses proches attendent toujours la vérité, lorsque la municipalité de Pontcharrat prend une décision pour le moins inattendue. On apprend que la mairie a racheté, a préempté cette maison et qu'elle va être rasée pour y construire des commerces. La famille est absolument anéantie parce qu'elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison, qu'il y a peut-être des preuves qui sont toujours là et qu'on n'a pas encore exploitées. Alors, quel secret pourrait bien dissimuler la maison de la gare? La dernière chance de savoir la vérité est-elle en train d'échapper à la famille Bonfanti? Nous, notre point d'ancrage, c'est cette maison. Erika Bonfanti, fille de Marie-Thérèse. Comment on allait encore réussir à trouver quelque chose après ça? Ce projet de destruction fait du bruit dans la vallée. La presse locale s'en mêle. Les Bonfanti se retrouvent alors sur le devant de la scène. Et c'est là qu'une mère de famille les contacte. Marie-Ange, la fille de cette femme, a elle aussi disparu mystérieusement tout près de la gare. Une histoire qui remonte à mai 1985,
soit 1 an avant la disparition de Marie-Thérèse. Marie-Ange Billou, c'est une jeune femme de 19 ans qui habite Pontcharrat. Une jeune femme qui est décrite un petit peu comme assez fragile psychologiquement, mais qui essaie de s'en sortir dans la vie et qui a trouvé un boulot à Chambéry. Elle doit partir sur Chambéry à son travail. Elle part en retard, elle n'a pas son train. La jeune Marie-Ange Billou a raté son train à Pontcharrat. Elle décide donc de se rendre à Chambéry par ses propres moyens afin de rejoindre son lieu de travail. Elle prend l'option du stop. Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. Et elle va être vue pour la dernière fois faisant du stop sur le pont de la Gâche à Pontcharrat. Cette jeune femme, alors qu'elle fait du stop, va disparaître, volatiliser également. Donc sa mère va se battre pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa fille. Pour elle, sa fille n'a pas fugué. Elle a forcément été enlevée par quelqu'un qui l'a prise en stop. Une disparition de jeune femme 1 an pile avant celle de Marie-Thérèse Bonfanti. Et si ces 2 histoires avaient un lien entre elles? La mère de Marie-Ange veut en avoir le cœur net. Elle a recherché donc notre numéro de téléphone et elle nous a appelés. Et effectivement, je l'ai eu au bout du fil. Et c'était une maman qui était soulagée de ne plus être toute seule dans son combat. Et ensemble, elles ont mené leur enquête pour retrouver leur enfant. Janvier 1992. Les mamans de Marie-Thérèse et de Marie-Ange sont en première ligne. Des années de combat pour se retrouver là, toutes les deux, impuissantes face aux pelleteuses qui s'apprêtent à détruire la maison de la gare. Il y avait mes parents, il y avait ma sœur Sylvie, il y avait Thierry aussi, mon beau-frère. Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Et il y avait également maman de Marie-Ange Billou. Les 2 familles ont beau remuer ciel et terre, l'édifice sera bel et bien rasé. Et lorsque la maison a été détruite, les gendarmes étaient présents puisque les familles étaient là et le trouble à l'ordre public pouvait être évident. Ils ont tout enlevé. Tout enlevé parce que nous, on ne peut plus dire c'est là que ma fille est disparue. Mon gars sont enterrés là. Il faut des fouilles minutieuses. La maison est quasiment détruite. Et alors qu'elle proteste devant les ruines, les familles remarquent une dalle située dans l'arrière-cour de l'immeuble. On s'est demandé ce que c'était que cette dalle. Et donc, avec le bulldozer, ils l'ont retiré. Et c'est là qu'il a été découvert des ossements. Des ossements que la mère de Marie-Ange Billou prend soin de récupérer un par un. Janine en est certaine, ces fragments d'os appartiennent à sa fille, Marie-Ange, disparue il y a 6 ans, jamais retrouvée, enquête classée. J'attends que quand même les services officiels s'occupent de ces pièces, nous disent d'abord si ce sont des ossements humains officiellement. Il y aura quand même donc une analyse de fait sur ces ossements. C'est comme ça qu'on apprendra que ce sont des ossements d'animaux et que du coup aucun élément supplémentaire ne sera apporté pour l'enquête avec cette découverte. Pour les familles de Marie-Ange et de Marie-Thérèse, c'est encore la douche froide. Après la destruction de la maison, saura-t-on un jour la vérité sur ces 2 mystérieuses disparitions? Pour autant, et malgré le non-lieu prononcé par la justice, leurs proches ne baissent pas les bras, notamment la mère de Marie-Thérèse Bonfanti. Elle va payer sur ses fonds propres des détectives privés. Elle va participer à des émissions comme Témoin numéro 1 avec Jacques Pradel pour essayer de susciter des témoignages, des gens qui se rappelleraient de quelque chose, qui pourraient relancer l'enquête. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Et puis, avec ses proches, elle va aller régulièrement à la gendarmerie pour essayer de savoir s'il y a du nouveau, si les gendarmes ont découvert des choses. Quand on était en vacances avec mamie et papy, de temps en temps, on allait à la gendarmerie, je m'en rappelle. On était tout petits pourtant. Et
demander s'il y avait des nouveautés ou quoi que ce soit, si l'enquête, entre guillemets, l'enquête, elle avançait. C'est vrai que la mamie, elle tenait tête à pas mal de monde et elle a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Aucune piste à l'horizon, pas de corps. Tandis que les années défilent inexorablement, Marie-Thérèse laisse derrière elle 2 enfants à jamais traumatisés et un mari inconsolable. On se dit, c'est fichu, elle est morte, elle est quelque part, elle est morte, mais on ne sait pas où. Il faut quand même avancer, il faut quand même se construire. Et la vie, elle continue, quoi qu'il arrive. Tu te fais voler ta jeunesse, quoi, ton enfance. Tu connais pas le son d'une voix. Tu connais pas une odeur maternelle. Papa, il avait une commode où il y avait encore toutes ses affaires dedans. Et il y avait encore le fameux sac. Je le prenais avec moi de temps en temps. Moi, ces 36 ans, je les ai vécus en prison. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. J'ai vécu ça vraiment d'une façon très injuste. Sans éléments nouveaux, l'enquête ne peut être réouverte. Alors, en désespoir de cause, Eugène, le frère de Marie-Thérèse, se penche lui-même sur les rapports d'investigation, car lui et les siens en sont persuadés, le nom du coupable se trouve forcément dans le dossier. On a repris le dossier à zéro avec un œil neuf. Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse. En essayant de comprendre où il y a des contradictions, tout ce qui n'a pas été mis en avant à l'époque, où le corps pourrait être. La famille a repris toutes les pièces de procédure. Bernard Bouilloux, avocat des parties civiles. Et a fait ce qu'on appelle une analyse criminologique du dossier. Pour essayer d'avancer, la famille fait appel à l'association Assistance à la recherche des personnes disparues, une structure qui mobilise d'anciens officiers de police judiciaire. Parmi eux, Philippe Folleté, ex-commissaire du 36 quai des Orfèvres à Paris. Dans ce dossier-là, on a rassuré simplement la famille sur les chances que le dossier puisse être réouvert. Philippe Folleté, ancien commissaire de police. Il faut reconnaître que le travail par la famille a été fait de manière très pointue. On aurait pu même considérer que c'était un travail de professionnel qui va nous convaincre de porter le dossier à la connaissance du parquet. Une initiative de la dernière chance qui va finir par porter ses fruits. Printemps 2020. Voilà 34 ans que l'on est sans nouvelles de Marie-Thérèse Bonfanti. Éric Vaillant vient d'être nommé procureur de la République de Grenoble, et c'est là que toute l'affaire bascule enfin. Je reçois dans mon bureau donc un mémoire qui nous demande de réouvrir une enquête sur cette disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Les arguments donc qui figurent dans ce mémoire nous paraissent suffisamment sérieux, mais ce que nous prenons particulièrement au sérieux, en réalité, c'est la demande de la famille et la souffrance de la famille, 36 ans après les faits. Alors que la famille n'avait plus grand espoir, c'est un véritable coup de théâtre. Convaincu par ces arguments, le procureur de Grenoble décide de relancer le dossier Bonfanti. Enfin, un brin d'espoir renaissait. On s'est dit, quelqu'un s'intéresse enfin à la disparition de Marie. Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Et peut-être qu'on peut avancer, peut-être qu'on pourra trouver quelque chose. Et à ce moment-là, on s'est dit, on n'est pas tout seul. Je me dis, c'est chouette. Et en même temps, ça me fait peur. Erika Bonfanti, fille de Marie-Thérèse. Peur parce que est-ce que ça va refaire comme il y a 36 ans, ouvrir des portes pour qu'elles se referment? Le procureur
décide de confier cette réouverture d'enquête à une toute nouvelle unité de gendarmerie. Elle vient d'être mise en place au sein de la section de recherche de Grenoble. Comme il y a beaucoup d'affaires de cold case en Isère, la section de recherche de la gendarmerie a créé, et c'est unique en France à ce moment-là, un pôle cold case, donc avec 3 gendarmes dédiés. Le principe, c'est de revenir sur des affaires qui n'ont pas été élucidées. Mélanie Muridi, avocate de la défense. Pour essayer, avec les nouveaux moyens d'investigation, les nouvelles techniques d'investigation, de pouvoir élucider ces affaires. Les gendarmes se basent aussi sur le mémoire très complet rédigé par la famille. Pour les proches de Marie-Thérèse Bonfanti, il y a une certitude, le suspect se trouve forcément parmi les anciens habitants du 1140 avenue de la Gare. On a une période de 20 minutes dans laquelle il s'est passé quelque chose et tous les témoins sont là. Et qui est-ce que nous avons comme profil intéressant de ce point de vue-là? Yves Chatin. Et c'est là que les gendarmes ont refait un travail titanesque pour reconstituer les versions qui avaient été données par Yves Chatin à l'époque et pour vérifier leur pertinence. Yves Chatin, 21 ans au moment des faits, a maintenant dépassé la cinquantaine. Malgré ses 2 agressions de femmes alors qu'il était plus jeune, l'homme mènerait une vie discrète et sans histoire. L'entourage d'Yves Chatin est plutôt dithyrambique, je dirais, à son propos. Éléonore Cruz, avocate de la défense. Sa fille, la première, le décrit comme un père présent, aimant, qui s'est toujours bien occupé d'elle. Quand on le peut, on partage des bons moments. Justine, fille d'Yves Chatin. Même si j'ai pas grandi à ses côtés au quotidien, c'est une relation simple. Simple, mais on se ressemble énormément. Après la destruction de sa maison en 1992, Yves Chatin devient chauffeur routier. Il quitte la ville de Pontcharrat, destination la montagne, dans un lieu perdu du département voisin. Il va s'installer dans ce qu'on appelle la vallée des Huiles en Savoie. C'est un petit village de Chartreuse qui s'appelle La Table. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Sa maison, c'est une sorte de petit chalet qui est un petit peu en dehors du bourg. 300-400 habitants, quelque chose comme ça. Donc très calme. C'est vraiment l'image qu'on peut se donner d'un petit village de montagne. Isolé dans sa maison des Alpes, Yves Chatin ne le sait pas encore, mais son existence est sur le point de basculer. 36 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, les gendarmes frappent de nouveau à sa porte. Passé la surprise, il ne tente à aucun moment de se soustraire à son interpellation. Il est placé en garde à vue le 8 mai 2022, comme il restait quelques heures de garde à vue quand il avait été interrogé en 86. Donc ils vont tabler là-dessus. C'est une garde à vue qui reprend en réalité, puisqu'il a déjà été entendu pendant 13 heures en 1986. Et on va avoir 2 journées pendant lesquelles il est entendu par les enquêteurs. Les techniques d'interrogatoire n'ont plus rien à voir avec celles des années 80. Face à Yves Chatin, plusieurs enquêteurs se relaient en reprenant un par un tous les éléments du dossier. Et après plusieurs heures d'interrogatoire très serrés, l'ancien militaire finit par craquer. Et avec ces nouvelles méthodes d'enquête, avec ces nouvelles méthodes d'interrogatoire, Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. Ils sont parvenus à obtenir les aveux d'Yves Chatin. Et voici ce que le suspect leur raconte. En ce 22 mai 1986, il est 15h25 lorsque Marie-Thérèse Bonfanti se gare devant sa maison pour y livrer ses journaux. Or, il s'avère que sa voiture bloque la voie d'accès à son domicile. Ulcéré, Chatin se dirige alors
vers la mère de famille. Il y a eu une petite altercation verbale à ce moment-là. Et il explique que Marie-Thérèse Bonfanti est revenue le voir pour lui demander de s'excuser de son mauvais comportement au moment de cette altercation. Et il n'a pas supporté cette remise en question. Il indique l'avoir pris par le cou et l'avoir étranglé. Presque 4 décennies après le crime, les enquêteurs n'en espéraient pas tant. Ils doivent maintenant informer les proches de la victime de cet incroyable rebondissement. Eux qui, depuis 36 ans, n'avaient pas l'ombre d'une réponse à toutes leurs questions. Un soulagement incroyable. Je vous dis physiquement, j'étais debout là. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. Et j'ai l'impression que j'avais un poids qui me dessaisissait. Physiquement, je l'ai vécu comme ça. Hein. On n'y croit pas. On se dit, c'est un film, on se moque de nous. On se dit, mais c'était tellement évident pour nous déjà. Pourquoi tout ce temps perdu? Flavien Bonfanti, fils de Marie-Thérèse. C'est pas forcément évident de voir votre mamie toujours en train de pleurer sa fille. Et votre père, pareil, toujours en train de chercher sa femme. Pour les membres de la famille de Marie-Thérèse, il n'y avait quasiment plus aucun espoir de connaître la vérité. Reste que le mobile avancé par Chatin, cette voiture mal garée, leur paraît terriblement dérisoire. C'est pas de sa faute, hein. Et on l'a agressé, ma sœur a voulu des excuses, ma sœur l'a agressé, et du coup il a vu rouge. Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Alors en connaissant Marie, qui est une jeune femme enjouée, qui cherche pas du tout les histoires. Tout va être fait dans ces déclarations, bien évidemment, pour minimiser l'importance de son acte. Philippe Folté, ancien commissaire de police. Il essaye de se placer en situation au moins de personnes qui agissent quelque part en légitime défense. La nouvelle provoque aussi une déflagration dans la famille d'Yves Chatin. Lorsque son père est mis en examen et incarcéré pour meurtre, le choc est terrible pour sa fille Justine. Franchement, c'est le coup de tonnerre pour tout le monde. Ça lui correspond pas, enfin, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. On n'a pas voulu l'entendre, effectivement, pas le croire. Il aurait pu passer le reste de sa vie comme ça, rien dire, mais... Mélanie Muridi, avocate de la défense. À ce moment-là, il va faire le choix de tout dire aux enquêteurs pour soulager sa conscience. Pendant 36 ans, il a vécu avec ce poids, ce secret en lui, et il a eu besoin, il a senti que c'était nécessaire à ce moment-là de dire la vérité, de pouvoir apporter des éléments de réponse aux enquêteurs et à la famille de la victime. En cet automne 2022, il y a encore une priorité pour la gendarmerie. Localiser le corps de Marie-Thérèse Bonfanti. En garde à vue, Yves Chatin a désigné un endroit près de Pontcharrat où le cadavre pourrait se trouver. Et donc, cette jeune femme est décédée. Et il a paniqué, qu'est-ce que je vais faire du corps? Et il l'aurait mis dans sa voiture pour ensuite la déposer à la Bussière, à quelques kilomètres de Pontcharrat. C'est au cours de cette 3e semaine de recherche Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Que l'on retrouve un crâne. Et ce crâne humain, on l'a appris tout récemment, est bien celui de Marie-Thérèse Bonfanti. Pour les 2 enfants de Marie-Thérèse, Erika et Fabien, c'est l'issue tant redoutée. Après toutes ces années sans savoir, ils peuvent regarder enfin en face la terrible vérité. Un soulagement parce que on va pouvoir faire des obsèques. Erika Bonfanti, fille de Marie-Thérèse. L'enterrer dignement, la récupérer en quelque sorte. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il retrouve plus que ça. Mais c'est déjà pas mal.
Au moins, on sait où il l'avait laissé lâchement. Un épilogue qui relance inévitablement toutes les spéculations sur l'autre disparu du quartier de la Gare en 1985, Marie-Ange Billou, 19 ans. Et si ces deux affaires avaient un lien entre elles? Quand on est la famille Billou et qu'on voit que 36 ans après, l'affaire Bonfanti a pu être élucidée, ça redonne espoir à cette famille, à cette maman, à ses sœurs qui n'ont jamais, elles aussi, lâché l'affaire. La famille veut connaître la vérité. Elle veut qu'on fasse pour Marie-Ange exactement ce qui a été fait pour Marie-Thérèse Bonfanti. Bernard Bouilloux, avocat des parties civiles. On veut que les gendarmes reprennent l'enquête à zéro, qu'on vérifie le parcours d'Yves Chatin. Au lendemain des révélations dans le volet Bonfanti, une nouvelle information judiciaire contre X est ouverte. Objectif, faire toute la lumière sur la disparition de Marie-Ange Billou. Au centre de toutes les interrogations, il y a bien évidemment cet homme, Yves Chatin. Reste que la justice ne dispose d'aucune preuve ni d'aucun élément matériel à son encontre. Le fait de commettre un crime, aussi dramatique qu'il soit, ne fait pas de l'auteur de ce crime un tueur en série, de manière automatique. Alors, dans le cas d'Yves Chatin, aujourd'hui, il n'est mis en examen pour aucune autre affaire. Il n'a pas été ni entendu, ni mis en examen pour d'autres faits, si ce n'est ceux à l'encontre de Madame Bonfanti. Éléonore Cruz, avocate de la défense. Pour incriminer quelqu'un, il faut avoir des éléments tangibles pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour Monsieur Chatin. Même certitude du côté de Justine, la fille d'Yves Chatin. Passé le choc de ses aveux dans l'affaire Bonfanti, elle est convaincue que son père n'a pas commis d'autres crimes. Quand je regarde mon père droit dans les yeux, il a pas cherché à me mentir sur ce fait-là. Justine, fille d'Yves Chatin. Mais tout de suite, ça a été la panique quand j'ai parlé entre guillemets du reste en disant mais on t'accuse de beaucoup de choses. Et là, son visage, non, c'est impossible. Voilà. Pour le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, il y a quand même un impératif, continuer à passer au crible le parcours et la vie d'Yves Chatin. Nous nous posons un certain nombre de questions. Il y a des enquêtes qui sont rouvertes ou qui vont l'être sur d'autres faits. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer en ce sens. On peut avoir des doutes. Alors, on a des doutes, mais ces doutes, il faut les lever avec la justice et avec lui. Peut-être qu'il nous dira, il nous donnera des éléments, peut-être qu'il nous en donnera pas. Dernier épisode dans le volet Bonfanti. Début 2023, Yves Chatin réclame l'annulation de sa mise en examen pour cause de prescription. La famille de Marie-Thérèse retient son souffle. Selon les deux avocates de l'accusé, les faits seraient trop anciens pour être jugés. Seule la Cour de cassation pourra trancher. Alors que le feuilleton judiciaire n'est pas terminé, il est quelqu'un au sein de cette famille qui n'en connaîtra jamais l'issue. C'est la mère de Marie-Thérèse, disparue en 2017. Elle qui avait pourtant été pendant tant d'années à la pointe de ce combat pour la vérité. J'ai une pensée pour maman, oui, c'est vrai, maman. Tu avais raison. Tu vois, maman, on y arrive. Tu vois, tous ensemble, on a repris le flambeau et ton intuition était bonne, parce qu'elle savait que Marie était morte. En ce qui me concerne, j'étais quand même bien affecté par tout ça. Donc ma belle-mère a pris les choses en main et c'est une mère qui a perdu sa fille et donc elle l'a cherché, elle la cherchait. Maman n'a pas baissé les bras. Elle a toujours avancé et essayé de connaître la vérité. Elle ne lâche rien. Et on s'est dit que on pouvait pas abandonner l'affaire comme ça. Son travail sera vain.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.